Oh là là, quelle claque. C'est ce sentiment glaçant de perdre pied, de ne plus savoir si on est éveillé ou coincé dans un cauchemar insensé. Complètement. On plonge la tête la première dans Ubik, le chef-d'œuvre de Philippe Cadic, et soudain le sol se dérobe. C'est une plongée vertigineuse dans la lutte humaine pour s'accrocher à la réalité quand le monde s'effondre. Vertigineux, Bi. C'est vraiment le seul mot. Et au centre de tout ça, il y a Joe Chip, un technicien criblé de dettes, un homme banal et totalement dépassé par les événements. Le héros tragique par excellence. Et on est jeté sans aucun ménagement sur la Lune, au beau milieu d'un attentat à la bombe d'une violence absolue. Ce qui déclenche un paradoxe insoutenable. Une course folle menée par des survivants qui fuient la mort tout en étant très probablement déjà morts. C'est à peine croyable, non? Bah oui. Et l'enjeu ultime est posé d'entrée de jeu. Si Joe Chip perd cette bataille, c'est pas juste sa vie qui s'éteint. C'est la frontière même entre l'existence et le néant qui s'efface définitivement. C'est l'univers entier qui risque de se dissoudre. Et pour vraiment saisir l'horreur de ce qui va lui tomber dessus, il faut qu'on s'arrête un instant sur le monde dans lequel il évolue. Ouais, le contexte est primordial. On est projeté dans une année 1992. Mais attention, une version de 1992 imaginée à la fin des années 60. C'est un futur poisseux, ultra-capitaliste et paranoïaque. Un monde où l'espionnage industriel a pris des proportions délirantes. Exactement. Parce que les grandes firmes n'utilisent plus de micros ou de caméras cachées, elles utilisent des télépathes. Des gens capables de lire dans les pensées des concurrents ou carrément de voir l'avenir pour voler des secrets commerciaux. Ce qui crée immédiatement une nouvelle industrie de la défense. Face à une menace mentale, il faut un bouclier mental. Et c'est là qu'interviennent des agences de sécurité très particulières, comme celle dirigée par le personnage de Glenn Runsiter. Le patron de Joe Chip. Voilà. Cette agence emploie ce qu'on appelle des antipsies ou des inertiels. Leur cerveau génère une sorte de champ de brouillage naturel. C'est fascinant comme concept. Quand un télépathe essaie de lire les pensées dans une pièce, la simple présence d'un inertiel, comme Joe, annule complètement le pouvoir du télépathe. C'est un jeu du chat et de la souris à l'échelle cognitive. Et ce qui est d'un cynisme absolu dans cet univers, c'est la structure même de la société. Tout, absolument tout, a été monétisé jusqu'à l'os. Jusqu'à l'absurde même. Il y a ce détail au début de l'histoire qui m'a fait rire jaune, tellement c'est fou, mais en même temps terrifiant. Joe Chips se réveille dans son appartement minable. Il veut sortir de chez lui, mais la porte refuse de s'ouvrir. La fameuse porte. Pourquoi elle refuse? Parce qu'elle est équipée d'une fente à pièces. Il faut payer sa propre porte d'entrée pour avoir le droit d'en sortir. C'est l'aliénation par la consommation poussée à son stade terminal. L'outil domestique n'est plus à notre service, il devient un créancier intraitable. C'est effrayant quand on y pense. Et si on fait le parallèle avec notre propre époque, ça résonne d'une manière incroyablement moderne. Pensons aux constructeurs automobiles d'aujourd'hui qui installent des sièges chauffants dans les voitures, mais qui exigent un abonnement mensuel pour les activer. On paie un droit d'usage constant pour exister dans son propre espace matériel. Si la monnaie vient à manquer, on se retrouve séquestré par son propre appartement. On en vient littéralement à se disputer avec sa cafetière parce qu'on n'a pas la petite monnaie pour un café. Et le pire, c'est que l'angoisse ne s'arrête pas au pas de la porte. Ce capitalisme sauvage s'étend carrément au-delà de la tombe. Ah oui, la semi-vie, ça c'est un concept qui m'a donné des frissons. C'est l'horreur technologique absolue. Quand une personne meurt, si la famille a les moyens financiers de réagir très vite, le corps est plongé dans un caisson d'animation suspendu. Un callback. Oui, un cold pack dans un moratorium suisse. Le cerveau est maintenu à une température glaciale, ce qui ralentit considérablement l'activité neuronale. La mort n'est plus un passage définitif, c'est devenu un service premium. Les consciences de ces défunts continuent de fonctionner, mais au ralenti, dans une sorte de stase de rêve. Et les vivants peuvent se brancher sur ces caissons avec des casques audio pour communiquer avec eux. Ce que fait Glenn Runsiter, d'ailleurs. Il dirige son immense agence de sécurité en venant régulièrement consulter sa femme Ella, qui repose dans un moratorium depuis des années. On maintient l'être aimé dans les limbes, prisonnier d'un cercueil de glace, simplement pour continuer à exploiter son cerveau et ses conseils d'affaires. C'est un brouillage total des limites de la condition humaine. Mais tout ce château de cartes va s'effondrer. Exactement. Lors d'une mission qui semblait routinière, l'agence de Runsiter est embauchée pour nettoyer une installation sur la Lune d'une infestation de télépathes. Un déploiement de force massif. Runsiter, Joe Chip et 11 autres inertiels font le voyage. Le genre de contrat qui semble beaucoup trop beau, trop lucratif pour être honnête. Et le piège se referme.
Une embuscade, pure et simple. Une bombe d'une puissance inouïe explose au beau milieu du groupe. C'est le chaos total. La poussière, le sang, la panique. Glenn Runciter encaisse le soufflet de plein fouet. Il est mortellement touché. L'équipe, sous le choc, sait qu'il n'y a qu'une seule infime chance de le sauver. Le ramener sur Terre en urgence absolue. C'est ça, pour le placer dans un Colt Pack avant que son cerveau ne s'éteigne complètement. La course contre la montre commence. Et c'est précisément dans le vaisseau du retour, pendant cette fuite désespérée, que les lois de la physique commencent à se fissurer. Ce n'est pas juste un dysfonctionnement technique. Non, c'est le tissu de la réalité elle-même qui commence à pourrir. On appelle ça l'entropie visuelle, mais il faut qu'on explique concrètement à quoi ça ressemble, parce que c'est visuellement terrifiant. Habituellement, quand quelque chose vieillit, ça s'use, le métal rouille, la peinture s'écaille, les choses tombent en poussière. C'est le cycle naturel. Mais là, les objets autour de Joe Chip régressent d'une manière tout à fait différente. Ils remontent le temps de leur propre conception technologique. Une régression temporelle des formes. Pour faire simple, imaginons un smartphone dernier cri dans la main, et soudain il se transforme en téléphone à clapet des années 2000, puis en gros téléphone à cadran rotatif des années 70. L'objet ne se casse pas, il retourne à ses versions intérieures. Comme si l'idée même de l'objet perdait son évolution. Et sous les yeux de l'équipe, le vaisseau spatial ultramoderne commence à changer. Les commandes sophistiquées disparaissent au profit de vieux interrupteurs en bakélite. À un moment donné, ils découvrent que le vaisseau se pilote avec une vulgaire clé de contact de vieille bagnole. Puis ça contamine tout. L'environnement entier est infecté. Un personnage achète un café chaud, et l'instant d'après, la tasse est remplie d'une boue rance. La monnaie dans leur poche se transforme en vieille pièce de collection démonétisée. Quelqu'un allume une cigarette, et sous ses yeux, le papier jaunit. Le tabac se dessèche et s'effrite en une poussière vieille de 60 ans. Le monde perd sa solidité. Ce phénomène ne pose une question vertigineuse sur notre perception de la matière. Quand un objet abandonne sa forme actuelle pour devenir une antiquité inutile, il révèle que la réalité n'est peut-être qu'un consensus temporaire. C'est brillant. C'est la structure même de l'univers qui avoue sa propre fausseté. L'environnement matériel perd sa cohérence, ce qui nous renvoie à notre dépendance absolue envers des outils dont nous tenons la réalité pour acquise. Quand les outils régressent, c'est notre capacité à exister dans le monde qui régresse avec eux. Et la terreur monte d'un cran brutalement, parce que ça ne s'arrête pas aux tasses de café ou aux moteurs de vaisseau. Cette décomposition s'attaque au corps de l'équipe. L'horreur physique entre en scène. L'une des collègues de Joe commence à se plaindre d'un froid intense, puis elle s'isole, et quand il la retrouve, elle s'est flétrie. Son énergie vitale a été aspirée d'un coup. Elle est ratatinée, desséchée. Comme une momie oubliée dans un tombeau depuis des millénaires. Et un par un, les membres du groupe commencent à subir le même sort. L'urgence devient vitale. Joe Chip sent lui-même ses forces l'abandonner, l'épuisement le gagner, ce froid glacial qui lui ronge les os. Nous sommes ici face à la matérialisation pure de l'angoisse existentielle. Totalement. Philippe K. Dick, dont l'esprit bouillonnait souvent sous la pression de la dépression et de lourds traitements médicamenteux, donne vie aux terreurs les plus anciennes de la philosophie. C'est très vrai. Prenons l'allégorie de la caverne de Platon. L'idée terrible que tout ce que nous percevons, touchons et voyons ne serait qu'une ombre, une illusion masquant la véritable nature du monde. La fameuse idée qu'on vit dans un décor en carton-pâte. Exactement. Et cela va plus loin avec le doute radical de Descartes. On connaît tous la formule « je pense donc je suis ». Le roc sur lequel fondait la réalité. Descartes postule que même si un démon malin s'amuse à tromper mes sens, en me faisant croire à un monde factice, le simple fait que je sois capable de douter prouve mon existence. Mais l'histoire de Joe Chip attaque ce dernier refuge. Que se passe-t-il quand nos propres souvenirs se mettent à changer, quand le temps s'écoule à l'envers? L'esprit lui-même devient un territoire hostile. Si la réalité n'est pas fiable, le moi ne l'est pas non plus. C'est la dissolution totale de l'identité. Une désintégration effroyable. Et au milieu de ce cauchemar où ses amis se transforment en poussière, Joe Chip commence à recevoir des signes absurdes, des messages qui proviennent de l'au-delà. L'ironie macabre de l'histoire. Le visage de Runciter, le patron qui a pris la bombe en pleine poitrine sur la Lune, commence à apparaître partout. Partout, oui. Joe regarde les pièces de monnaie dans sa poche. Le profil du président américain a été remplacé par le profil de Runciter. Sur les murs des toilettes publiques, des graffitis apparaissent de nulle part, écrits de la main de son boss, Et à la télévision, les publicités sont coupées par le visage de Runciter. qui hurle un message d'une clarté glaçante. Il répète sans cesse « Je suis vivant et vous êtes mort ».
Le retournement absolu. La claque monumentale. C'est le moment où le sol se dérobe de manière magistrale sous les pieds de celui qui suit ce récit, l'inversion complète du paradigme. On y a tous cru. On croyait accompagner des survivantes traumatisées, luttant pour sauver la conscience de leur chef. Mais les graffitis, les publicités, les pièces de monnaie révèlent l'implacable vérité mathématique de cette intrigue. Ron Sitter n'a jamais péri dans l'explosion. L'attentat lunaire a balayé Joe Chip et tout le reste de l'équipe. Ils ont tous été tués sur le coup. Le choc total. L'univers qui s'effritait, les objets qui retournaient dans le passé, ce n'était pas le monde réel qui tombait en ruine. C'était leur propre réalité artificielle. Générés par leurs esprits endormis dans des caissons réfrigérés de semi-vie. Ils partagent tous une hallucination collective massive, hébergée dans un moratorium suisse. Ron Sitter, lui, est bien vivant. Et il essaie désespérément de communiquer avec ses employés décédés en se branchant sur leur cercueil. Les messages absurdes, ce sont ces interférences qui traversent le voile de leur monde illusoire. La question qui se pose alors est mécanique. Pourquoi cette hallucination partagée se dégrade-t-elle de manière si agressive? C'est vrai ça. Pourquoi? Pourquoi cette mort par flétrissement à l'intérieur même du monde de la mort? La réponse réside dans une entité parasite, Johnny. Un adolescent apparemment inoffensif? Mais en réalité, c'est le pire des prédateurs. Johnny est dans la semi-vie depuis des années. Et il a trouvé un moyen de subsister. Il dévore l'énergie mentale des nouveaux arrivants. Il s'infiltre dans leurs hallucinations et s'en nourrit. On pourrait le comparer à un malware informatique particulièrement vorace, ou même à un troll surpuissant sur un réseau. Il consomme la bande passante. Il consomme la mémoire vive de l'illusion partagée des autres défunts pour maintenir sa propre matrice intacte. Il est la force anthropique, le monstre caché dans les fils de la machine, qui aspire la sève de Joe et de son équipe. Face à ce vampire invisible qui contrôle les règles du jeu de la semi-vie, la situation semble totalement désespérée. Mais c'est là qu'intervient l'antidote. Le seul élément capable de repousser la dégradation, de stabiliser la réalité artificielle et d'éloigner les griffes de Joré. L'outil mystérieux qui donne son nom à toute cette aventure, Ubik. Un Deus ex machina fascinant qui défie toute explication rationnelle au premier abord. C'est l'équivalent métaphysique de la mallette lumineuse dans Pulp Fiction. Personne ne sait exactement ce que contient Ubik, mais sa valeur est inestimable. Ça se présente sous la forme extrêmement banale d'une bombe aérosol. Une petite bonbonne sous pression. Il suffit d'en vaporiser quelques pchits sur une personne ou un objet qui commence à régresser et paf, le processus s'inverse temporairement. La jeunesse revient, la solidité matérielle réapparaît. Mais ce qui rend le concept de cet aérosol génial et terriblement sarcastique, c'est la façon dont il est présenté à la marge du récit. Effectivement, chaque nouvelle étape de l'histoire s'ouvre sur une fausse réclame publicitaire faisant l'éloge de ce produit miracle. C'est à mourir de rire, d'un rire nerveux bien sûr. On nous vend Ubik comme si c'était un vulgaire shampoing antipelliculaire, un déodorant qui garantit le succès avec les filles ou une vinaigrette savoureuse pour sublimer des salades. C'est du génie comique sombre. On vend littéralement le salut de l'âme avec des slogans marketing complètement idiots de fin de soirée télévisée. Achetez Ubik, sans danger si utilisé selon les recommandations. C'est la banalisation totale du sacré. Mais quelle est la vraie signification de ce produit ? Il y a une profondeur symbolique phénoménale derrière cette idée de la bombe aérosol. Le mot lui-même est dérivé du concept d'ubiquité, le fait d'être présent partout en même temps, ce qui est traditionnellement l'un des attributs exclusifs du divin. Dieu en bouteille. Ubik, c'est l'allégorie de la grâce divine, de l'élan vital fondamental, ou de l'énergie créatrice pure capable de vaincre l'entropie et la mort. Mais l'auteur nous livre une critique féroce du consumérisme moderne. Il nous dit qu'une société qui a tout monétisé finirait par mettre Dieu lui-même en bouteille pour le vendre dans les rayons d'un supermarché. C'est l'espoir ultime, la vérité absolue commercialisée sous forme de déodorant. Cette approche fait écho à des questionnements tellement enfouis en nous. D'un côté, la quête spirituelle et de l'autre, la dérision d'un monde qui ne croit plus en rien, sinon au commerce. Et le plus beau, c'est que l'œuvre réalise une synthèse inattendue et brillante avec des textes spirituels ancestraux. Les parallèles avec le Bardo Thodol, qu'on connaît plus communément sous le nom de livre des morts tibétain, sont frappants. Alors ça, c'est une connexion incroyable. Comment une bombe aérosol futuriste se connecte à des textes tibétains anciens ? Selon la tradition bouddhiste tibétaine, lorsque la mort survient, la conscience ne disparaît pas immédiatement. Elle entre dans le Bardo, un état intermédiaire, une phase de transition longue de plusieurs semaines. Une zone grise. Durant cette période, l'esprit du défunt est assailli par des visions grandioses, des divinités paisibles, mais aussi des démons terrifiants.
Le secret de cet enseignement, c'est que le défunt doit comprendre que toutes ces apparitions, y compris les monstres les plus effrayants, ne sont que des projections de son propre esprit. Des hallucinations créées par ses attachements et ses peurs passées. Donc la survie dans l'au-delà dépend de la capacité à reconnaître l'illusion. Précisément. Tant que la conscience s'accroche à l'idée que ces illusions sont réelles, elle souffre. Si elle parvient à voir à travers le voile, elle atteint la libération. L'aventure de Joe Chip et de son équipe dans les caissons de semi-vie est une allégorie technologique de ce voyage à travers le bardeau. Leurs peurs et leurs régressions sont manipulées par Jory, le démon de cette réalité de stase. Ils sont coincés dans leur propre projection mentale. Et au milieu de ce labyrinthe hallucinatoire, Ubik joue le rôle de la claire lumière de la réalité absolue. C'est le rappel fulgurant de la vérité pure qui dissipe le mirage. Mais contrairement aux sages tibétains, le pauvre Joe Chip ne peut obtenir cette lumière qu'en cherchant désespérément un spray industriel dans une ville qui s'écroule. Ce qui souligne brillamment notre propre vulnérabilité face au système qu'on a construit. Absolument. Quand l'économie flanche, quand la monnaie s'effondre, dans la réalité, nos propres repères s'évaporent. Si l'argent n'a plus de valeur, nos maisons, nos objets, notre statut social n'en ont plus non plus. L'effondrement du monde de Joe résonne terriblement avec la fragilité de nos structures modernes. C'est d'une tristesse infinie. Mais curieusement, il y a une beauté incroyable qui émerge de tout ce chaos métaphysique. Une beauté liée à la condition tragique du personnage principal. Joe Chip. Parce qu'au milieu de ces concepts philosophiques gigantesques, face à ce prédateur invisible et qui dévore les âmes, il reste l'humanité têtue, presque dérisoire de ce type. Ce n'est pas un héros musclé avec des armes laser. Loin de là. C'est un type épuisé en âge qui porte un costume trop grand pour lui et qui n'a même pas de quoi se payer un café. Et pourtant, il refuse de crever dans son coin. La puissance du récit, c'est cette obstination. Alors que son monde se transforme littéralement en poussière autour de lui, que le froid de la mort remonte le long de ses membres, Joe continue d'avancer. Il rampe dans des hôtels décrépits, il se bat contre sa propre fatigue terminale, juste pour trouver une foutue bombe à aérosol. Cette lutte acharnée pour la préservation de soi-même, même quand on sait qu'on est déjà un cadavre, ça prend aux tripes. Cette quête désespérée fournit l'ancrage émotionnel vital de cette expérience. On est le témoin de la recherche obsessionnelle de sens et de survie dans un environnement qui s'est vidé de toute substance. L'esprit rationnel confronté à cette lecture s'accommode finalement de la situation. On intègre les règles. D'un côté la mort, la semi-vie, les illusions sous l'emprise de Jory, de l'autre le monde tangible, celui de Glenn Runciter qui pleure son équipe. On pense avoir saisi l'architecture de ce cauchemar. Mais l'esprit humain n'aime rien tant que les certitudes. Et c'est justement à cet instant précis de confort intellectuel que la réalité subit une ultime distorsion. Le coup de grâce de l'histoire. Celui qui fait voler en éclats notre dernière barrière de sécurité mentale. Parce qu'à la toute fin, on retourne du côté des vivants. On quitte les caissons réfrigérants et on retrouve Runciter bien vivant, debout, ancré dans ce qu'on croyait être le monde réel, tangible et incontestable. Runciter est dans ce monde physique. Il vient de communiquer avec la conscience de Joe Chip. L'ordre logique semble rétabli et la séparation des deux mondes actée. Tout semble sous contrôle. Tout semble sous contrôle, mais pour régler un détail banal, Runciter glisse la main dans sa poche afin de chercher de la petite monnaie. Et là, l'anomalie se produit. L'événement impossible. Il sort une poignée de pièces. Et il s'arrête net. Sur l'argent qu'il tient dans sa main, dans le vrai monde, les visages des figures historiques ont disparu. À la place, imprimé sur la monnaie du monde des vivants, il y a le profil de Joe Chip. Le profil d'un homme, censé être enfermé dans un caisson glacé de semi-vie. L'implication de ce simple objet physique au creux de sa main est dévastatrice. Cela détruit toute la dichotomie sur laquelle l'histoire s'était stabilisée. Si les morts, depuis la profondeur de leur stase hallucinatoire, sont capables d'imprimer leur marque matérielle dans la réalité des vivants, la causalité s'inverse. Ce qui soulève la réflexion la plus glaçante de toutes. Si le fantôme peut modifier le monde de Runciter, qui dit que le monde de Runciter n'est pas lui-même l'illusion d'autre chose? Qu'est-ce qui nous prouve à nous dans notre quotidien que notre réalité est la version originale de l'univers? Ne sommes-nous pas tous plongés dans la semi-vie d'un rêveur inconnu?
Sommes-nous les architectes conscients de nos vies ou simplement des données traitées dans une matrice qui se dégrade lentement, obnubilées par nos petits problèmes d'argent pendant que l'entropie nous ronge? Il n'y a qu'une seule façon d'affronter ces pièces de monnaie impossibles et de ressentir physiquement le vertige de cette perte de repère. C'est de s'aventurer soi-même dans les couloirs glacés du moratorium. Plongeons dans cet univers. L'exploration de ce mystère est un passage absolu pour quiconque cherche à mesurer la fragilité de sa propre existence. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.